Allô, allô. Allez, on va déclencher le temps. Bonjour à tous. Désolé du petit retard technique. Alors, on va essayer de démarrer de suite pour pas non plus encore raccourcir notre intervention. C'est parti. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Redon, le président de l'association Impact Summit, qui est un des co-organisateurs de l'événement. Notre association s'occupe surtout d'accompagner les citoyens et donc le grand public à la transition écologique. Et on a voulu intervenir aujourd'hui sur un sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on intervient depuis 1 an et demi, c'est comment accompagner l'accélération des changements de comportement sur la consommation responsable, qui est donc une thématique que l'on a implémentée avec le soutien de l'Adréal depuis 2018 à travers un premier outil qui était un outil pédagogique pour sensibiliser effectivement les citoyens de Bordeaux Métropole au changement de comportement. L'idée de la table ronde, c'est de faire intervenir 4 personnes actives sur le territoire qui, chacun à leur niveau, ont mené des actions et vont partager avec vous des retours d'expérience. L'idée étant vraiment, à travers donc, ces différents projets initiatives, de faire émerger quels sont les résultats et les freins qu'ils rencontrent aujourd'hui à cette massification des changements de comportement, pour qu'on puisse effectivement ensemble développer des nouvelles initiatives qu'on va proposer à des collectivités, dont une d'entre elles est ici, la ville de Pessac, que je remercie pour sa présence, et avec qui on va essayer d'expérimenter donc d'autres moyens d'action qu'on répliquera ensuite auprès d'autres collectivités de Bordeaux Métropole. Donc on a aujourd'hui effectivement 4 personnes qui vont intervenir. Je vais vous les présenter rapidement. Donc vous avez honneur aux dames, donc Alina Zoubareva, donc, qui travaille sur l'éco-conscience et le passage à l'action. Elle a créé avec Antoine Curia Linka, une application écologique qui fait bouger les lignes, en donnant des clés pour transformer les éco-émotions en action. Vous avez donc tout à droite Yannick Lung, donc coprésident de l'AGEM, que certains doivent peut-être connaître, l'association qui gère la monnaie locale girondine lancée en 2022. Il est professeur émérite à l'Université de Bordeaux et a publié l'ouvrage « Les monnaies locales dans les dynamiques de transition ». Nous avons à ma gauche Benjamin Tian, donc qui est le coordinateur du groupe local de Zero Waste Bordeaux et je crois aussi intervenant au niveau de l'organisation Zero Waste France, qui œuvre sur des missions de plaidoyer, d'accompagnement et de sensibilisation autour de la préservation des ressources naturelles et de la réduction des déchets. Et enfin, Maxence, le Benjamin du panel. Doctorant en sociologie de l'environnement au sein du Centre Émile Durkheim. Ses travaux de recherche menés en coopération avec un syndicat intercommunal de gestion des déchets met en lumière les résistances au changement au sein de la population, entre autres de Libourne. Voilà, donc de suite, je vais laisser la parole effectivement à Benjamin Tian, donc de Zero Waste France, qui va vous expliquer à travers l'initiative et un projet que mène actuellement le Bordeaux Métropole sur les déchets, comment à travers cette expérience-là, effectivement, ils arrivent à identifier les réussites et les difficultés à mobiliser des citoyens de manière massive. Je te laisse. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation tout d'abord. Je vais retourner en fait la question. C'est peut-être partir des difficultés, des freins, pour savoir un petit peu comment nous on agit en tant qu'ONG, en tant qu'ONG nationale et locale, avec le partenariat des collectivités, pour essayer de faire bouger les choses. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui montre qu'actuellement l'environnement est la 5e préoccupation des Français. Ça ne cesse de reculer. Je pense que le contexte, on va dire, géopolitique et international ne doit pas aider. Mais pourquoi cette mise en avant, en tout cas, de cette étude? Tout simplement, c'est que la sensibilisation, comme on la menait il y a 10 ans, 20 ans, en menant des petits ateliers, des one-shots, on va dire, auprès du public, grand public, ou du public qu'on va qualifier de volontaire, a ses limites. Et on le constate en tout cas depuis 1 an, 2 ans. On est vraiment en train de reculer sur, on va dire, le pouvoir de faire changer les comportements à travers ce type d'action. Nous, dans notre thématique, on va dire le gaspillage des ressources naturelles, les déchets, on travaille régulièrement avec différentes instances comme la région, le département un peu moins, mais les métropoles et les collectivités. Et on s'aperçoit notamment qu'il y a une problématique qui ressort souvent, c'est ce qu'on appelle le hors-foyer.
Comment, à un moment donné, quand vous avez des personnes volontaires pour agir sur des thématiques comme la réduction des déchets ou la préservation des ressources, comment faire pour que les personnes, une fois qu'elles sont sorties de chez eux, justement, elles continuent à aller dans cette volonté d'agir, alors que souvent, elles n'ont pas les mêmes repères, elles vont aller plutôt vers, on va dire, un sujet, une thématique qu'on appelle le triangle de l'inaction. Je ne sais pas si on peut l'afficher ou s'il s'affiche. Je ne vais pas vous le décrire, voilà. Il va être beaucoup plus concret sur l'écran. Mais souvent, on est confronté à des citoyens qui vont nous dire moi, j'aimerais bien, mais je ne suis pas dans la capacité de le faire parce que face à moi, on ne me propose pas les solutions, que ce soit les collectivités, l'État ou les entreprises. Et pour agir dans ce sens, effectivement, nous, on mène depuis maintenant un an et demi, avec Zéro Waste France et Zéro Waste Europe, qui est la coalition de 35 ONG européennes, un programme qui s'appelle ERIC, Elevating Reuse in Cities, dont fait partie la ville de Bordeaux, ainsi que la métropole de Nantes et la métropole de Lyon. Et l'objectif, c'était justement d'agir sur un thème bien précis, qui était le plastique, et plus spécifiquement le plastique à usage unique, PUU de son petit nom. Et ça a donné lieu à une délibération qui a été votée en juillet 2024 au niveau de la municipalité. Et tout simplement, en fait, cette volonté, ces objectifs, c'est de dire qu'on a une collectivité qui s'engage vers l'éco-exemplarité au niveau à la fois de la commande publique, dans le cadre de ce qu'on appelle son SPASER, et également aussi accompagne les citoyens, citoyennes dans certaines démarches, comme notamment l'événementiel responsable, donc d'être capable de mettre à disposition pour des organisateurs, organisatrices d'événements sur la ville de Bordeaux des solutions, de dire à un moment donné, vous avez besoin qu'on vous accompagne avec des solutions pragmatiques, comme la mise à disposition de vaisselle réutilisable, de mobilier réemployable, de solutions de prestataires qui vont agir justement sur la réduction des déchets pour éviter justement d'avoir des emballages à usage unique un peu partout. La collectivité est là pour vous accompagner, même si vous êtes effectivement sur du hors foyer. À l'identique, quand vous êtes, on va dire, maintenant en train de manger dans la restauration rapide, restauration collective, il y a le problème justement toujours des emballages. La ville de Bordeaux travaille sur ces sujets, de dire qu'à un moment donné, quand vous souhaitez continuer peut-être des actions que vous menez chez vous, vous avez la possibilité aussi, quand vous allez dans la restauration collective, d'avoir à disposition pour de la vente à emporter des contenants réutilisables en verre ou en inox qui vous sont fournis par la collectivité pour justement continuer les bonnes pratiques que vous avez peut-être à votre niveau individuel. Ce programme, ça fait un an qu'il existe. Il est en train de se mettre en place progressivement et il aura lieu jusqu'à 2026. Le rôle d'une ONG comme nous, tout simplement, c'est d'accompagner, de montrer les bonnes pratiques, de dire ce qui se fait à la fois au niveau national, ce qui se fait aussi au niveau européen, parce qu'il y a quand même pas mal de bons exemples, et justement de donner la possibilité aux collectivités de montrer l'exemple pour justement sortir un petit peu de ce triangle de l'inaction et le dépasser. Le dernier acteur qu'on n'a pas mentionné, c'est les entreprises. Et tout simplement, sur le territoire, on a quand même pas mal de porteurs de projets qui vont sur la thématique du réemploi. Et ce type d'action vise aussi à les mettre en avant à travers justement les embrigader dans ces démarches-là et à communiquer sur toutes les solutions locales. J'aimerais vous dire encore beaucoup de choses. Néanmoins, je pense que Stéphane va me dire stop. Je te propose de m'arrêter. Merci beaucoup. Bon, encore une fois, après, ce sujet aujourd'hui est très vaste. On a compris qu'il y a beaucoup de problématiques intéressantes. Je vous rassure, l'idée de cette table ronde, c'est aussi créer du lien et que des événements vont être organisés dans la continuité de cet événement-là. Donc, d'abord, si vous avez des questions, on est à votre disposition, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler très prochainement à travers des événements qu'on va organiser et évoquer en fin de table ronde. Merci en tout cas, Benjamin. Je vais donner la parole précisément à Maxence. Alors, Maxence, effectivement, est un docteur. Je ne sais pas si tu as fini même, si tu es docteur ou tu Pas aspires à être encore, docteur. Ouais, presque. en tout cas, mène des travaux de recherche, donc encore une fois, sur un aspect sociologique
qui est à mon avis intéressant, je voulais laisser s'exprimer sur un projet qu'il a suivi avec la collectivité de Libourne, je crois. Donc, encore une fois, va vous donner sa vision de sociologue aujourd'hui, de ce qu'il fait aujourd'hui à travers ses travaux, de la mesure des freins et encore une fois de la difficulté d'engager les citoyens dans des actions durables. Maxence, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je vais aussi vous parler de zéro déchet et de comment j'ai étudié pendant presque 5 ans la mise en place d'une politique, donc zéro waste, sur un territoire donc, qui couvre le Libournais, la Haute-Gironde, en périphérie de Bordeaux. Donc j'ai intégré pendant 3 ans un syndicat intercommunal dont le rôle est de collecter et de traiter ces déchets, les déchets des ménages. Et donc en fait ce syndicat, face à pas mal d'enjeux, notamment des enjeux financiers, d'hausse de taxes générales sur les activités polluantes qui concernent l'incinération et l'enfouissement, face à des problématiques de conditions de travail aussi des ouvriers roulants que sont les éboueurs, face à évidemment les enjeux écologiques qu'on connaît tous et toutes, donc a décidé d'introduire donc une politique de réduction à la source des déchets par les ménages. Et donc en fait ils ont décidé d'avoir un accompagnement scientifique pour mieux connaître les représentations et les pratiques des habitants, pour savoir comment les amener à un changement de pratique au quotidien, sans les brusquer, sans faire preuve de trop de coercition. Et donc c'était tout l'enjeu de ma thèse qui m'a amené à faire des entretiens et à passer des questionnaires avec les personnes qui habitaient sur le territoire. Et donc je vais vous parler un petit peu en 2 volets finalement de ce qui est intéressant en termes d'initiative et de ce qui fait aussi les limites de ce type de politique. Donc tout d'abord, les bonnes pratiques. En fait, donc, évidemment, la réforme qu'a mis en place ce syndicat, c'est une réforme assez massive finalement, assez rapide. Donc ça a consisté quand même à changer toute l'offre de services auprès des habitants. Ça a commencé par les déchetteries qui ont vu apparaître des espaces de réemploi, donc où on pouvait déposer des meubles, des matériaux de construction, des objets un petit peu du quotidien, de la maison, la vaisselle, les livres, etc., pour que ça soit réemployé. Et puis petit à petit, ce qui est en train de se développer maintenant, c'est le changement de la facturation. On passe d'une facture qui repose globalement, sans rentrer dans les détails, sur le loyer, à une facture qui dépend de la quantité de déchets produites. Et puis donc l'apport volontaire de déchets en borne, un petit peu comme on voit pour le verre ou pour le carton, ou dans les zones un peu plus montagnardes souvent, qui remplace donc la collecte en porte-à-porte. Donc ce changement de service public, évidemment, il vise à réduire les coûts, réduire la pénibilité au travail, mais aussi à responsabiliser les ménages, à leur faire prendre conscience de la quantité de déchets qu'ils produisent et du coût environnemental, financier, de la dette même qu'on crée à continuer de produire autant de déchets. Donc cette question de responsabilisation, évidemment, elle s'accompagne d'une approche territorialisée, elle engage aussi d'autres acteurs, les commerçants, les artisans, pour promouvoir la consommation durable, l'économie circulaire. Et puis, elle intègre aussi un volet de participation citoyenne, évidemment aussi grand enjeu démocratique contemporain, faire participer les citoyens à la fabrique des politiques publiques par la constitution de panels où en fait ils ont imaginé des scénarios de réforme du syndicat en question. Et les résultats, ils ont commencé à apparaître assez vite. Finalement, il y a une réduction en fait des tonnages qui sont collectés, et puis il y a une hausse donc des meubles et des objets qui sont réemployés. Donc c'est quand même plutôt positif. Sauf que en fait, quand j'ai mené mes entretiens avec les habitants, je me suis rendu compte que il y avait finalement tout un ensemble de contraintes à prendre en compte dans l'adhésion et la mise en pratique du zéro déchet au quotidien, à l'échelle du foyer ou à l'échelle individuelle. Un ensemble de contraintes qui me fait dire qu'en fait, il n'y a pas que la question de la volonté de passer au zéro déchet. Il n'y a pas que la question aussi du déclic. En fait, je me suis rendu compte que les gens mobilisaient pas mal la question du déclic dans leur discours, mais qu'en fait, en réalité, le déclic, il s'insère dans un cheminement un petit peu plus long, un petit peu plus global pour adhérer au principe zéro déchet. Et puis donc tout un ensemble évidemment de contraintes matérielles qui sont liées à la mobilité, au pouvoir d'achat, à l'accès à des composteurs, etc. Et puis la question du temps, l'inégalité de répartition des tâches ménagères, etc. Donc un ensemble d'opportunités et de contraintes finalement qui se posent par cette politique-là, qui nous amène à penser le zéro déchet comme étant un projet qui doit être porté à l'échelle collective, sociétale, et non pas seulement à l'échelle individuelle, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et donc,
ça m'amène à la question des limites finalement. Qu'est-ce qui se passe quand on met en place cette politique? Quel est l'avis des habitants? Eh bien, évidemment, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ça va dans le bon sens, qu'on est face à une bonne initiative, assez vertueuse, entre guillemets. Mais on voit que ça soulève aussi des questions plus globales. Donc Benjamin a parlé du thème de l'écologie, où est-ce qu'il est classé dans les priorités? 5e, il recule. Évidemment, les gens que j'ai rencontrés, je partais de l'hypothèse qu'ils n'étaient pas écolos, un petit peu naïve pour la tester finalement. Et puis je me rends compte qu'en fait, il y a des considérations pour l'environnement qui prennent des formes très différentes, que ça soit je ne veux pas qu'il y ait de déchets dans les forêts autour de chez moi, ou je pense à la biodiversité, voilà, plus ou moins à grande échelle, plus ou moins abstrait. Mais globalement, il y a la question de l'effort qu'il faut fournir. En fait, quand on met en place une politique qui se base sur un principe pollueur-payeur, notamment, les gens se demandent quel est mon impact, à mesure de combien je dois participer à réparer mon impact sur l'environnement. Et donc, j'en conclus sur la question des politiques publiques, les politiques sectorielles qui restent un petit peu cantonnées à la question des déchets ou qui ne portent que sur les ménages, puisqu'il y a ce principe de responsabiliser les ménages et de les faire passer à la pratique, finalement, créer une demande de justice sociale aussi chez les personnes que j'ai rencontrées qui me disent oui d'accord, c'est bien beau, mais nous on ne peut pas tout faire à l'échelle des ménages. On a besoin des industriels, on a besoin des élus, des pouvoirs publics, on a besoin des grandes fortunes, etc. Donc on voit comment finalement la question, l'initiative et la participation citoyenne qui portent sur un sujet qui paraît être vraiment presque individuel ou à l'échelle du foyer, nous amène à des enjeux beaucoup plus globaux. Et comment interroger ces habitants montre qu'en fait, là où on voyait une contestation de l'extérieur, en fait, on a des principes de justice, finalement, une volonté de justice qui prennent des formes plutôt inattendues, donc qui sont plutôt à l'échelle de la société et pas forcément de l'individu. Et puis, comme je l'ai dit, peut-être que ça sera ma conclusion, j'arrive aux 10 minutes. Donc des enjeux de participation, de démocratie, de participation des publics, des enjeux de compréhension de leurs besoins et des contraintes quotidiennes, et puis surtout le périlleux équilibre à trouver entre la question de la coercition, parce qu'au bout d'un moment, moi la population que j'étudie c'est 200 000 habitants, donc est-ce qu'on passe à de la coercition, on force un peu les choses, ou est-ce qu'on en reste à l'accompagnement et à de la sensibilisation? Ça, c'est une question qui reste sûrement en suspens, mais j'en profite pour la poser, évidemment, puisque j'ai la parole. Merci. Merci beaucoup, Maxence. On va passer maintenant à une autre expérience qui est toujours en cours et qui est aujourd'hui à la fois très originale et qui me passionne. Quand j'ai rencontré effectivement Yannick, c'était l'année dernière justement au printemps du Bourgail, où j'ai participé en tant que effectivement association faisant de la sensibilisation à travers l'outil de l'Adréal. Donc j'ai croisé à côté de moi la GEM, donc qui est cette association locale et qui va vous expliquer aujourd'hui à travers ce parcours. On dirait un peu peut-être un peu un don de scie, mais avec un vrai projet derrière de monnaie locale qui était censé normalement mobiliser la population et faciliter une consommation responsable, vous donner un peu son partage d'expérience sur où ils en sont et quelles sont les difficultés éventuelles qu'ils rencontrent actuellement. Bien, merci Stéphane. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les monnaies locales. Si vous ne connaissez pas, c'est normal. Moi, il y a 10 ans, je ne connaissais rien. Et vous voyez, maintenant, je suis investi comme un coprésident d'une association portant la monnaie locale parce que je trouvais que c'était un outil qui peut être intéressant pour engager ce processus de transition qui est nécessaire. Et par rapport à la question qui est posée, dans quelle mesure les monnaies locales peuvent participer d'une consommation plus responsable, c'est un petit peu la thématique. Alors avant de répondre à cette question, quelques mots quand même sur les monnaies locales, ce qu'on appelle en France les monnaies locales complémentaires. Je précise la France parce que dans tous les pays il y a des monnaies locales, c'est dans des configurations assez différentes. Mais en France, depuis la loi de l'économie sociale et solidaire de 2014, il y a une définition des monnaies locales complémentaires qui sont des titres de paiement reconnus par la loi, comme un chèque restaurant, enfin chaque vacances, un ticket restaurant, c'est exactement le même statut. Donc l'idée de ces monnaies locales, c'est qu'elles sont mises en place par des collectifs de citoyens, elles sont gérées par des associations, il y a à peu près 70 monnaies locales en France, et elles essayent un petit peu à la fois d'orienter, enfin d'utiliser un geste quasi quotidien, voire multi-quotidien, qui est l'acte d'achat
je dépense, j'achète quelque chose, et de faire en sorte qu'à travers cet acte d'achat, eh bien, on redonne un petit peu du sens et on manifeste ses engagements. Frédéric Bosquet, que vous connaissez peut-être parce que c'est l'animateur du projet Terra dans le Lot-et-Garonne, a écrit un bouquin sur la monnaie locale et ça s'appelle « La monnaie locale, un droit de vote ». Enfin, c'est la façon de manifester son engagement tous les jours. Et c'est pour ça que plusieurs collectivités locales, dont la ville de Bordeaux, puisqu'on y a fait allusion, la ville de Bègles et d'autres évidemment en France, soutiennent la monnaie locale. L'idée, c'est qu'à travers cet acte d'achat, bien les citoyens finalement s'orientent vers des achats plus responsables, que ce soit des particuliers quand ils consomment ou que ce soit des professionnels quand ils achètent auprès de fournisseurs et des différents services. Alors, pourquoi ce serait plus responsable? Parce que les monnaies locales ont toute une charte. Là, ce que j'agite, c'est un billet d'une gemme. Ont toute une charte. Et dans cette charte, il y a 3 éléments importants. Premièrement, développer des achats locaux plutôt que d'importer depuis l'autre bout du monde des biens qui pourraient être produits à proximité. Deuxièmement, participer à la transition environnementale, c'est-à-dire avoir des achats plus écologiques, plus bio, plus éthiques, plus solidaires. Et troisièmement, favoriser l'engagement citoyen, donc donner un pouvoir, renforcer le pouvoir d'agir des citoyens. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est des idées, c'est ce que croient les monnaies locales qu'elles peuvent le faire. Et il se trouve qu'on a maintenant un certain nombre d'arguments qui montrent qu'au-delà du projet des associations qui portent les monnaies locales, on a une certaine effectivité de ces modifications de comportement. Et je prendrai deux exemples. Le premier, c'est une étude qui a été réalisée à l'initiative du Mouvement Sol. Le Mouvement Sol, c'est le réseau national des monnaies locales complémentaires en France, qui a fait travailler un cabinet d'études, qui a envoyé un questionnaire aux adhérents des monnaies locales. Il y a eu 1600 réponses de particuliers, 560 de professionnels, donc des gens qui acceptent le paiement en monnaie locale. Donc on a un certain, malgré des biais, je ne vais pas revenir dessus, mais on a une certaine significativité des résultats. Si on prend ces résultats du côté des particuliers, on leur demande, depuis que vous avez adhéré, est-ce que vous avez changé un certain nombre de comportements? Il y en a 1 sur 3 qui achètent plus bio. Il y en a 1 sur 2 qui achètent plus local. 1 sur 2 qui achètent moins sur Internet et 2 sur 3 qui achètent moins dans les supermarchés. Donc on a bien une réorientation de la consommation. Du côté des entreprises, eh bien, il y en a 1 sur 4 qui dit qu'il a renforcé ses achats dans un rayon de 150 km autour de lui. Il y en a 8 sur 10 qui disent qu'ils ont modifié leur comportement sur les enjeux écologiques et 6 sur 10 qui disent qu'ils sont attentifs au comportement écologique environnementaux de leurs fournisseurs. Donc là aussi, on a un comportement. Alors on pourrait me dire, oui, mais si les gens adhèrent à la monnaie locale, c'est parce qu'ils sont déjà un petit peu engagés. Ce qui n'est pas inexact, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est parce qu'on partage des convictions qu'il y a cet engagement à la monnaie locale. Simplement, comme les gens qui répondent, ici, ils disent qu'ils ont augmenté, enfin qu'ils ont renforcé leur comportement de consommation plus responsable, ça veut dire qu'il y a bien un phénomène d'auto-renforcement, c'est-à-dire qu'en adhérant, finalement, ils modifient, renforcent leur comportement de consommation responsable. Alors vous allez me dire, et ceux qui n'ont pas cet engagement, qu'est-ce qu'ils font? Et là, je prendrai un deuxième exemple avec lequel on a travaillé d'ailleurs avec l'association Zero Waste. C'est une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation auprès des étudiants bordelais l'année dernière. Pendant 9 mois, 150 étudiants ont versé une cotisation d'au moins 10 €, en moyenne 12 €, et ils recevaient chaque mois 100 gemmes par mois, et 100 gemmes, ça correspond à un pouvoir de 100 €. Mais ils pouvaient dépenser cette monnaie locale que dans des magasins ou près de producteurs qui appartiennent au réseau de la monnaie locale, donc qui sont engagés sur la charte, qui vendent du bio, de l'éthique, du solidaire. Bien, on a vu évidemment une modification de leur comportement d'achat, puisque d'une certaine façon, ils étaient forcés d'aller acheter du bio, de l'éthique, du solidaire. Mais ce qui est réconfortant, c'est que quand on leur a posé la question à la fin de l'expérimentation, elle a commencé en octobre de l'année dernière, enfin de 2023, elle s'est terminée en juin 2024.
on leur demandait est-ce que vous allez modifier vos comportements, est-ce que vous allez continuer d'acheter auprès des mêmes magasins, des Biocoop, des magasins de vrac, moins de plastique, moins de contenants et de tout ce que vous voulez. Bien, un grand nombre d'entre eux ou d'entre elles ont répondu qu'ils ou elles allaient continuer d'acheter dans ces nouveaux magasins qu'ils ont finalement découvert parce que beaucoup d'étudiants n'osaient pas franchir la porte d'un magasin Biocoop ou des magasins vrac parce qu'ils pensaient que c'était que pour une clientèle bobo et que finalement ça ne les concernait pas. Donc il y a cette idée et aujourd'hui on a fait une enquête 6 mois après la fin de l'expérimentation, c'est-à-dire en janvier-février 2025. On est en train de traiter l'information, mais les premiers résultats nous indiquent qu'un certain nombre d'entre eux ont bien modifié leur comportement une fois qu'on leur a donné la possibilité de le faire. Donc conclusion vite faite, finalement on peut bien se saisir de la monnaie locale comme étant un des outils pour modifier les comportements et d'aller vers une consommation plus responsable. Simplement aujourd'hui, le problème c'est que les monnaies locales sont toutes petites. La plus grande monnaie locale, elle est au Pays Basque, elle s'appelle l'Eusko et elle correspond à peu près à 4 millions d'euros, enfin d'Eusko euros en circulation. Vous voyez que c'est très petit, il y a à peu près 3500 particuliers, 1600. Bon, c'est 1 à 2% de la population. Et bien le problème qu'on a aujourd'hui, effectivement, en tant que monnaie locale, la principale difficulté, c'est de changer d'échelle, c'est-à-dire d'amener les gens à utiliser cette monnaie parce que, je vous le dis par expérience, à partir du moment où j'ai commencé à utiliser la monnaie, j'ai une consommation beaucoup plus responsable. Merci beaucoup Yannick. Bon, donc, très inspirant, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. On va terminer par Alina, effectivement. Alors, l'approche qu'on a eue, c'est que dans cette aussi idée de pouvoir accompagner aussi toutes les générations et mettre en place des outils simples d'accès, on a vu fleurir effectivement maintenant sur les réseaux sociaux beaucoup d'outils digitaux. On a voulu effectivement faire partager un peu l'expérience aussi là, de la société Linka qui a été créée maintenant il y a, je crois, 3 ou 4 ans. Alina, on va vous parler un peu de cette expérience-là qu'elle est en train de mener à travers un outil maintenant qu'elle a mis en ligne, qui était au départ destiné ou peut-être aussi historiquement d'abord plutôt à des jeunes, mais maintenant qu'elle a développé, enrichi pour que ce soit effectivement un outil qu'elle met à la disposition à la fois des collectivités et des entreprises, mais elle va aujourd'hui vous parler plus particulièrement des expériences qu'elle est en train de mener avec des collectivités. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Linka, le projet que je porte avec mon associé, c'est un outil numérique qui a été conçu pour redonner du pouvoir aux individus. Benjamin a parlé au début du triangle de l'inaction. Donc c'est un concept qu'on connaît bien aussi. Et justement, l'idée, c'était de pouvoir dépasser ce triangle en portant le message positif et en disant à chaque individu, vous êtes aussi des citoyens, des consommateurs, des salariés. Et avec ces casquettes-là, vous avez le pouvoir d'agir et le pouvoir de faire bouger les lignes. Donc initialement, effectivement, on a démarré le projet avec les jeunes, puis on l'a élargi, notamment puisqu'on a compris que le cadre collectif est très important pour que les personnes soient motivées d'agir. Alors, je vais peut-être présenter Linka en quelques mots, un outil digital. Donc, il y a l'application mobile qui est disponible dans les stores que vous pouvez télécharger et regarder à quoi ça ressemble. Donc, on a recensé 350 actions. C'est très complet, qui permettent de consommer plus responsable. Donc, il y a des actions qui sont liées à l'alimentation, à la mobilité, aux achats, au numérique, etc. Pour chaque action, on a calculé le CO2 qu'on peut éviter et on a aussi marqué si cette action-là permet d'éviter de consommer de l'eau ou de produire des déchets. Et pour chaque action, on a également donner des ressources qui permettent d'accomplir cette action. Donc, par exemple, j'ai besoin d'acheter, j'aimerais acheter du vrac. Quels sont les magasins à côté de chez moi qui permettent de le faire? Voilà, donc ça c'est Linka. Et puis à côté, pour les collectivités, les entreprises, les associations qui sont nos partenaires, ils ont accès à une plateforme numérique qui donne justement l'aperçu de toutes les actions qui ont été accomplies par les citoyens, les salariés, et qui permet justement de comptabiliser
l'impact de toutes ces personnes qui agissent. Et aussi de récolter leurs besoins. Donc, par exemple, je suis une collectivité, j'ai besoin de connaître en fait quels sont les besoins des citoyens au quotidien pour améliorer leur consommation, pour la rendre plus responsable. Et bien, sur l'application, on a la possibilité de cocher, d'appuyer sur le bouton « Impossible à faire sur mon territoire » et comme ça, les informations remontent vers la collectivité. Donc, c'est un outil qui permet de signaler ce qui nous manque pour agir. Maintenant, je voudrais aussi parler. Donc, chez Linka, on a beaucoup regardé les sciences comportementales, justement pour comprendre comment on peut mettre les gens en action. Parce que les chiffres de l'ADEME montrent qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent agir. Après, voilà, les actions ne suivent pas toujours les comportements, donc on voulait regarder quels sont les freins pour pouvoir les lever. Et en fait, on a compris 3 choses importantes. Donc la première, je l'ai déjà évoquée, c'est le fait d'agir en collectif, de ne pas se sentir seul. C'est hyper important. Donc, par exemple, dans l'application, on a une bannière qui montre combien de CO2 on a évité tous ensemble. Donc, et ça, c'est psychologique et ça marche très bien. Donc, la personne, elle voit que, certes, elle agit, elle contribue, mais il y a aussi plein d'autres personnes qui agissent comme elle. Deuxième chose, c'est donner envie d'agir. Donc, nous, nos 3 valeurs, c'est positif, inclusif et accessible. Donc, quand je dis positif, encore une fois, on a beaucoup parlé de l'agenda un peu anxieux, éco-anxieux. Donc, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais on constate aussi qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui ne sont pas forcément suffisamment mises en avant. Et sur l'application, 2 fois par semaine, on pousse les bonnes nouvelles écologiques. Et ça fait beaucoup de bien aux personnes qui souhaitent agir. Et ça les motive. Donc ensuite, accessible. Il n'y a pas besoin d'être un écolo parfait pour faire sa part. Et c'est pour ça qu'on a recensé autant d'actions, 350 c'est beaucoup, pour que chacun y trouve l'action qu'il peut faire compte tenu des contraintes et des envies qu'on a chacune et chacun. Donc ça, c'est le côté inclusif. Et le côté accessible, ça veut dire qu'il y a aussi des actions faciles qu'on peut faire sans forcément investir beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc ça, c'est important aussi pour lever les freins à l'action. Et la dernière chose dont je voulais parler, ce sont nos biais cognitifs. Donc je n'ai pas beaucoup de temps, mais je donne un exemple. On pense, donc il y a une idée très répandue que la consommation responsable, c'est quelque chose qui coûte cher. Tu en as parlé, Yannick. Il y a des gens il y a beaucoup de gens qui considèrent que la consommation responsable, c'est réservé aux personnes aisées, aux bobos écolos. C'est pas vrai. Donc sur les 350 actions qu'on a sur Linka, il y en a 150 qui permettent de faire des économies. Et c'est important aussi de porter ces messages, et on les porte sur l'application et sur les réseaux sociaux pour dire on peut penser que c'est cher, mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Voilà, donc c'est en quelques mots ce qu'on fait chez Linka. Bon, merci beaucoup. Comme on va devoir conclure, encore une fois, je vais faire une conclusion plutôt en forme d'appel à l'action. Encore une fois, on était là pas simplement pour vous délivrer des partages d'expérience, même si c'est aussi un levier qui est important aujourd'hui de dire qu'on n'est pas seul et que je suis certain qu'ici, il y a déjà des gens qui ont fait des choses et qui auraient beaucoup à dire. Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'effectivement, on essaie, nous, au niveau de l'association, là, d'accompagner des collectivités. Donc, on a eu la chance d'avoir dû discuter d'abord avec la ville de Pessac, qui est très active dans un calendrier écologique et pas mal d'actions qu'elle mène au niveau de ses citoyens. Je reste persuadé qu'effectivement, qu'avec peut-être d'autres formes d'intervention qui peuvent embarquer encore plus de citoyens qu'on est en train de développer, qu'on aimerait tester sur le territoire, pour aussi que ça fasse tache d'huile auprès d'autres collectivités, que ça soit
entre guillemets, un vrai projet métropolitain aussi, donc de massification. Donc on a des actions qu'on est en train de préparer, donc telles que ce qu'on a évoqué aujourd'hui, on va essayer de le mettre en musique, donc dans une forme d'accompagnement qui peut durer effectivement plusieurs mois, où l'esprit encore une fois de l'association Nous, c'est aussi de faire vivre l'esprit du World Impact Summit tout au long de l'année. Encore une fois, c'est pas que la sensibilisation qui est importante, c'est le passage à l'action et l'accompagnement dans le temps. Donc on a des choses qu'on est en train de mettre en place. On invite effectivement donc les collectivités, si certaines sont présentes ici, de venir vers nous pour qu'encore une fois on établisse un dialogue qui vous explique où on en est de nos projets, qu'on expérimente des choses, qu'on vous accompagne effectivement dans ces opérations. Et encore une fois, le mix, ça sera vraiment de pouvoir à la fois mener sur le fond et sur la forme des événements qui attirent un maximum de gens. On l'a dit aussi, il ne faut pas que ce soit réservé aux gens déjà convaincus, donc il faut dans la forme. Mais si on veut sensibiliser les gens, il faut qu'on trouve effectivement un format qui peut être par exemple aussi des formules de ciné-débat, donc des choses avec des contenus plutôt culturels qui peuvent attirer. C'est l'occasion après de faire une deuxième partie de soirée avec des choses un peu plus concrètes sur des formes effectivement de jeux, qui peut être ensuite après prolongé dans le temps à travers effectivement des événements qu'on va accompagner sous forme à la fois digital, sous forme effectivement aussi plutôt papier, parce qu'un des projets qu'on nourrit, c'est de mettre en place tout ça à travers ce qu'on appelle le guide d'une consommation responsable, qui serait un outil effectivement qui soit vraiment pragmatique, qui permet à chacun de dire, moi sur mon territoire, je veux être un acteur, mais encore une fois, qu'est-ce que je peux faire et comment faciliter ce passage à l'acte. Moi, le premier, encore une fois, mon expérience personnelle me dit que j'habite Gradignan, j'irai pas à Bordeaux-Lac faire mes achats, même si j'ai ça responsable à faire. Donc je veux que ma collectivité ait une offre locale pour que derrière, l'acte soit facile à faire. Donc on a toutes ces idées-là, on a aujourd'hui tout ça sur la table. L'important, c'est qu'on crée encore une fois une première dynamique, que nous deux collectivités, effectivement, s'associent à notre projet. Et encore une fois, on vous aura rendez-vous l'année prochaine pour vous expliquer les résultats qu'on aura et comment, à chaque niveau aussi, vous pouvez remonter ça à vos collectivités pour qu'on puisse engager encore plus de monde. Merci à tous en tout cas de votre temps. Je crois qu'on a presque respecté le temps. Donc on vous invite voilà, à venir repartager des infos si vous voulez. On est juste au bout du petit couloir tout au fond là où on a un jeu d'animation aussi sur mesurer votre poids si certains ne connaissent pas son poids, écologique bien sûr. Donc on vous invite encore une fois à partager l'échange si vous le voulez. Et merci à tous et très bonne fin de journée.